je saisis cette occasion. Vous parlez des difficultés, vous faites allusion à ces difficultés scolaires, et puis à Galenica. Si j'ai accepté spontanément de répondre à vos questions, c'est parce que vous m'avez dit que c'était pour des pharmaciens qui allaient regarder ça. Donc, comme j'ai vécu dans le monde des pharmaciens, je me suis dit, ça, je leur dois bien ça pour répondre à ces questions. Et puis l'autre aspect, de parler de mes difficultés scolaires liées à la dyslexie, je le fais aussi dans l'idée, comme vous y avez fait spontanément allusion, d'encourager les parents et les enfants. Bonjour et bienvenue sur les ondes du podcast de PharmaPro, parce que la pharmacie, c'est la vie. Je suis Céline Dubas et je me réjouis de vous présenter dans cet épisode un nouvel acteur du secteur suisse de la pharmacie. Je suis aujourd'hui en compagnie d'un entrepreneur de renom qui a, entre autres, longtemps dirigé le groupe Galenica, propriétaire de l'une des plus grandes chaînes de pharmacie de notre pays, et qui occupe aujourd'hui la fonction de président exécutif de l'entreprise OM Pharma à Genève. Cet entrepreneur de renom, c'est Monsieur Étienne Jornaud. Bonjour, Monsieur Jornaud. Bonjour. Votre parcours impressionnant fait de vous une véritable personnalité à l'échelle suisse. Je vous propose donc de nous plonger directement dans le vif du sujet et de faire découvrir ou redécouvrir votre parcours à nos auditrices et auditeurs. Donc, je viens de le dire, vous êtes à la tête de l'entreprise OM Pharma, dans les locaux de laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Comment en êtes-vous arrivé là? Quels sont les jalons de votre vie professionnelle? Racontez-nous. On en a pour une heure, là, pour le premier chapitre. Non. En deux mots, vous voulez savoir comment on arrive ici à OM Pharma? Comment vous êtes arrivé jusque-là? Oui. Jusque-là, d'accord. Alors, d'abord, je vous souhaite la bienvenue ici au siège de OM Pharma. Ma trajectoire, puis on pourra aller peut-être plus dans le détail si ça vous intéresse après, puisque c'est surtout les pharmaciens ou les milieux de la pharmacie qui nous écoutent ou qui nous regardent. Toute ma carrière a été très marquée par le domaine de la santé, et en particulier par la pharmacie. Je suis né dans une famille de médecins. Et ma mère était infirmière, etc. J'ai toujours été baigné dans la notion du patient. On attendait mon père qui rentrait tard de l'hôpital, on mangeait seulement quand il arrivait, etc. Tout le temps, le patient, la santé était au centre de notre vie. Et j'ai eu une enfance très difficile, dyslexique, très mauvais à l'école, avec des frères brillants, etc. J'étais l'aîné. Et donc, j'étais confronté à toute une série de difficultés. Et j'étais extrêmement mauvais à l'école. Ce qui est un bon encouragement pour tout le monde. Oui, j'allais le dire. Et la seule chose que j'étais... à un moment donné, quand il n'y avait plus personne qui me voulait dans les écoles du canton de Neuchâtel, mon père m'a dit, soit tu fais un apprentissage, soit tu vas travailler chez un paysan. Et on a trouvé une place d'apprentissage de droguiste. C'était le domaine de la santé. Il y avait aussi une blouse blanche, etc. À ce moment-là, il y avait plus de droguerie en Suisse que de pharmacie. Et la droguerie, qu'on ne connaît plus beaucoup ici en Suisse romande, vend aussi des médicaments, et aussi dans le domaine de la santé, l'été, le sujet de la santé, c'était très bien. Et puis là, je suis entré dans le vif du sujet. Et puis, ça a été très difficile au départ, mais j'ai appris beaucoup de choses. Puis après, je suis entré chez Galenica, et c'était pour moi quelque chose de fantastique, comme droguiste, d'entrer dans la maison des pharmaciens. À ce moment-là, Galenica, c'était véritablement la maison des pharmaciens. Et c'est la seule société que j'ai connue. Vous étiez tout jeune alors à ce moment-là? C'est mon premier job. Hein. Et puis j'étais déjà marié. J'ai commencé très tôt. Tout. J'ai eu des enfants très tôt, etc. Et chez Galenica, je me suis senti tout de suite à l'aise. Mais comme droguiste, je voyais que je n'avais pas les mêmes chances qu'un pharmacien. Et puis dans un milieu où tous mes frères et sœurs et parents avaient une formation de haut niveau. Avec mon apprentissage, je me disais, il faut vraiment que je fasse quelque chose d'autre. Et alors, j'ai décidé de rentrer à l'Uni et de faire HEC, comme vous d'ailleurs, à Lausanne. Mais comme j'avais déjà charge de famille, etc., il a fallu trouver des moyens de financer ça. Et ça a été aussi un moyen pour moi de me réaliser, que de financer mes études et puis de vivre ça en famille.
Et puis après, dès que j'ai fini HEC, je suis retourné à Galenica. Ça veut dire que j'ai vraiment été baigné dans ce milieu de la pharmacie. Et j'ai connu Galenica quand il fallait être pharmacien pour être actionnaire, il fallait être pharmacien pour avoir une position intéressante dans l'entreprise. Il n'y avait que les pharmaciens en conseil d'administration, le président était pharmacien, etc. J'étais baigné dans cette culture. Et j'ai découvert cette entreprise, ou grandi dans cette entreprise. On m'a confié tout de suite des responsabilités. Et tout d'un coup, en 1995, les pharmaciens n'arrivaient plus à gérer leur maison. Et ils se sont tournés vers moi. C'était ma chance fantastique. Et ils m'ont demandé, ce qui était une grande surprise, de devenir à la fois président du conseil d'administration et président de la direction générale. Magnifique. Et puis à ce moment-là, quel était le problème? C'est assez intéressant. À ce moment-là, c'était dans les années 1995, juste 96, juste au moment où il y a eu la nouvelle loi sur l'assurance maladie qui instaurait beaucoup plus de concurrence sur le marché. Et en plus, les grossistes voyaient leurs marges qui baissaient toujours plus. Il commençait à y avoir des chaînes de pharmacies en Suisse. À ce moment-là, il y avait encore énormément de pharmaciens très bien établis, des fortes personnalités sur tout le marché suisse. On parlait avec beaucoup de respect des pharmaciens. Pharmaciens indépendants. Ville, pharmaciens tous indépendants. Puis il y avait quelques chaînes de pharmacie qui commençaient. Il y avait la pharmacie principale à Genève, et puis il y avait Sunstore qui commençait, tout petit, avec M. Séverin. Et Galenica voyait sa marge qui fondait toujours plus. C'est intéressant. Et je pense que s'il y a des pharmaciens qui nous regardent, ou des candidats, ils doivent comprendre qu'il faut comprendre ce qui se passe sur le marché quand on est dans ce domaine-là. Parce que je me permets juste de vous interrompre. Donc Galenica, à cette époque, était un grossiste. Un grossiste, oui. Pharmacien. D'abord. Il n'y avait pas encore de pharmacie. Ah non, c'était interdit par nos statuts. C'est ça, ok. C'était interdit d'avoir des pharmacies, interdit de faire concurrence, interdit de travailler avec autre chose que des pharmaciens, alors que le marché est complètement différent. Et je vais vous l'expliquer en 2 mots. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'à ce moment-là, les pharmaciens commençaient de se mettre ensemble. Il y avait des organisations de pharmaciens, etc., puis qui venaient vers les grossistes, puis qui disaient « on travaille avec vous si vous nous donnez un discount, une ristourne supplémentaire, etc. » Et le grossiste était complètement sandwich par ses propres clients. Ces grosses pharmacies qu'il y avait un peu partout commençaient de mettre la pression, les groupements de pharmaciens, puis la marge du pharmacien, du grossiste baissait toujours plus. Et comme Galenica était le principal grossiste suisse avec 50% du marché, on ne pouvait que perdre. Alors il y a des groupements, je me rappelle à Genève, un groupement de pharmaciens qui était venu, et il nous avait dit, si vous ne nous donnez pas encore 1% de plus de rétrocession, on vous quitte. Et là, j'ai bien compris, si on continue comme ça, on sera bientôt mort. Donc, il fallait faire autre chose. Et se faire autre chose, c'était quoi? C'était de créer une chaîne de pharmacie pour pouvoir résister au marché et puis surtout améliorer la marge du grossiste. Et puis l'autre mesure qu'il fallait faire, c'était, puisque les marges sont plus grandes dans les médicaments, on va se lancer dans les médicaments. Puis on avait la chance d'avoir quelques produits. Et puis, on pourra y revenir après, on a créé 2 sociétés, le Galenica actuel, qui n'est pas du tout le Galenica d'autrefois, et Vifor, qui a été vendu. Et dans le cadre de Vifor, il y avait OM, dont on pourra parler. C'est ça. Et puis, pendant 25 ans, on a développé ces 2 sociétés qui ont été séparées à un certain moment. On pourra aussi en parler si ça vous intéresse. Et puis, en 2019, alors que Vifor, Galenica a été séparé de Vifor, Vifor était devenu vraiment très gros. Ça valait plus que 12 milliards à la bourse. Il faut vous imaginer que pour un pharmacien actionnaire, et c'était tous des actionnaires de Galenica, qui avait mis 100 000 francs dans des actions de Galenica quand on a commencé cette stratégie, se retrouvait avec 5,6 millions. Donc c'était une performance la plus incroyable de la bourse suisse. Et là, il a commencé d'avoir des gens, des activistes, ça s'appelle, qui s'intéressaient et qui disaient « Ah, mais ça marche tellement, il faut vendre cette boîte encore plus cher ». Et moi, j'étais le patron de ce groupe. Et puis, ils m'ont dit, maintenant, il faut vendre Vifor pour 20 milliards. J'ai dit, c'est pas possible.
Le problème, c'est que ces activistes, ils avaient acheté petit à petit toujours plus d'actions, et ils avaient vraiment une influence importante. Et moi, j'ai décidé à ce moment-là de quitter Vifor et de faire une offre pour racheter OM Pharma. D'accord, ça s'est fait en parallèle, en fait, votre départ. Voilà. Et je suis parti en très bons termes de Vifor. J'ai même été, comme c'est le cas chez Galenica, aussi président d'honneur. Donc, pour bien dire, je suis parti en bons termes. Et avec des amis avec qui je connaissais très bien, on a racheté OM Pharma. Avec l'idée de continuer l'histoire et de développer OM Pharma. Donc, pour moi, je suis toujours dans mon premier emploi, ça ne s'est jamais arrêté. Et je travaille toujours avec des pharmaciens. Simplement, c'est dans des rôles qui sont complètement différents. Cette fois, c'est plus de l'officine, c'est plus de la distribution, c'est des médicaments, de la recherche, etc. Vous avez touché un peu à tout dans le domaine alors, je de peux vous la dire que pharmacie. j'ai connu, ou je connais, je suis absolument pas pharmacien, c'est incapable de faire ça, mais je connais beaucoup de facettes du métier de pharmacien. Ouais, c'est ça, sans avoir au Voilà, sans être départ pharmacien. étudié la pharmacie. Je me permets, on fait une toute petite digression qui nous fait sortir un peu du domaine pharmaceutique, mais vous avez aussi occupé un poste au conseil d'administration de la NZZ. Vous voulez en... Je peux vous dire en deux mots. Ça, c'était d'abord la transformation de Galenica, l'ancienne Galenica, le grossiste, en ces deux sociétés. C'était une aventure absolument fantastique. Et c'était un changement stratégique et un changement culturel, parce qu'il a fallu convaincre les pharmaciens, qui étaient nos actionnaires, d'accepter qu'on ait une autre chaîne de pharmacie et qu'on allait les concurrencer. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Et je pense que ça a été une des tâches les plus sensibles que j'ai pu conduire, parce que c'était moi qui étais au front pour convaincre les pharmaciens, qui étaient actionnaires, qui étaient clients. Et ça s'est fait à fin 1999. Ça a été, pour la pharmacie suisse, ça a été un moment incroyablement important. Et tous ceux qui ont 40, 50 ans ont entendu parler de cette période qui était invraisemblable d'émotion. Donc, j'ai acquis avec ça l'expérience de travailler comme entrepreneur, véritablement. Et la NZZ était... Vous savez que la NZZ, c'est le journal un des plus prestigieux au monde. Et en Suisse, la référence de qualité, qui est basée à Zurich. Et comme toute la presse, la NZZ était confrontée à la concurrence de la publicité qui commençait d'aller sur Internet. Donc, toujours moins de revenus de la publicité. La NZZ avait des grosses difficultés financières, comme tous les journaux. Il n'y a qu'à voir maintenant la situation. Puis, ils cherchaient un entrepreneur pour changer. Et la NZZ, c'est un peu comme les pharmaciens. C'est une institution. Galenica, c'était l'institution des pharmaciens. Quelque chose d'extrêmement important. La NZZ, c'est une institution en Suisse. Le monde politique, économique, etc. C'est énormément d'influence sur la vie politique et économique suisse. Et puis, ils se sont dit, il nous faut quelqu'un qui arrive, qui a déjà fait quelque chose comme ça. Un gros changement. Voilà. Et ils m'ont choisi comme président du conseil d'administration. Et on a fait la même chose que chez Galenica. On a transformé complètement la NZZ. Et c'est devenu le journal qui est toujours l'un des 3 plus réputés au monde, mais qui est devenu un leader aussi en Allemagne. Et puis en Suisse, qui a le plus de lecteurs digital. Et on a complètement transformer l'entreprise en une entreprise digitale. Et ça, c'était un défi qui était absolument fantastique dans un autre domaine. La même méthode de travail, avec, aussi en comptant sur les gens, travaillant à long terme, etc., mais dans un monde complètement différent. Donc c'est pour moi une des plus belles aventures. Vous avez pu transposer finalement votre expérience, vos connaissances dans un autre domaine. Vérifier que ce n'était pas le fait du hasard, que cette méthode, elle marchait aussi dans d'autres domaines. Et donc fait la preuve de vos qualités d'entrepreneur. Et c'est ça qui est ou de la qualité de la méthode, c'est-à-dire de travailler de définir une bonne stratégie et puis de travailler dans une perspective à long terme, en sachant que ça ne sert à rien de croire qu'on peut améliorer ce résultat simplement à court terme en économisant. Non, il faut voir le business model, avoir des perspectives à long terme et puis avoir la volonté de créer quelque chose et surtout de savoir qu'on ne peut rien faire tout seul. Qu'il faut s'entourer de gens qui ont des compétences. Et si on arrive bien à orchestrer ces compétences, on peut avoir du succès. Et ça marche, à mon avis, dans beaucoup de domaines.
bravo en tout cas pour ce parcours. Je vais me permettre de revenir un peu sur certains points que vous avez abordés. Déjà, je trouve, comme vous l'avez dit, c'est extrêmement encourageant pour les jeunes gens qui auraient un peu de difficultés à l'école de voir que finalement, on peut quand même réussir après avoir une belle carrière professionnelle. Donc, vous avez commencé chez Galenica comme droguiste. Vous avez gravi les échelons petit à petit. Je trouve fantastique que vous ayez après choisi de parfaire votre formation par cette licence universitaire. Alors, vous l'avez évoqué, vous avez dû travailler pour financer ces études. Donc, vous avez effectivement démissionné de Galenica et être revenu chez Galenica quelques années plus tard. C'est pas eux qui vous ont aidé à financer cette formation, finalement. Alors, d'abord, peut-être, je pense... D'abord, je saisis cette occasion. Vous parlez des difficultés, vous faites allusion à ces difficultés scolaires et puis à Galenica. Si j'ai accepté spontanément de répondre à vos questions, c'est parce que vous m'avez dit que c'était pour des pharmaciens qui allaient regarder ça. Donc, comme j'ai vécu dans le monde des pharmaciens, je me suis dit, ça, je leur dois bien ça pour répondre à ces questions. Et puis l'autre aspect, de parler de mes difficultés scolaires liées à la dyslexie, je le fais aussi. Dans l'idée, comme vous y avez fait spontanément allusion, d'encourager les parents et les enfants. Parce que quand moi je suis encore maintenant confronté au problème de la dyslexie, quand j'étais enfant, c'était absolument pas connu. Et on ne savait pas. Donc moi j'ai fait le tour de tous les psychiatres du canton de Neuchâtel et même du canton de Vaud et même à Genève, on m'a envoyé n'importe où parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec moi, mes parents. Donc ça c'est quelque chose qui est très perturbant pour les enfants, c'est perturbant pour les parents et c'est pour ça que je me dis, comme on arrive à s'en sortir, j'accepte de parler. Donc je fais volontiers de parler pour des pharmaciens parce que je sais que je leur dois quelque chose et je suis aussi prêt à parler de ça. Donc oui, après ces petits mots d'introduction, j'étais chez Galenica, j'avais 22, 23 ans, presque 2 enfants, et je voyais bien qu'avec mon apprentissage, j'étais toujours le droguiste dans cette boîte de pharmaciens. Galenica, c'était la plus belle boîte au monde, c'était merveilleux, des gens fantastiques. J'avais aussi souffert quand vous êtes... Je ne suis pas bête. Mais on me prenait pour quelqu'un de bête. À cause de cette dyslexie. C'est ça, c'est vraiment quelque chose de difficile à vivre. Mes frères, mes sœurs, parents, tous, ils étaient bons à l'école. Moi, j'avais toujours envie, mais c'était un peu mon rêve. Puis tout d'un coup, comme j'arrivais bien à me débrouiller, je me suis dit, alors je vais faire ça. Et je suis allé vers la direction de Galenica. Puis je leur ai dit, maintenant, j'étais là depuis une année et demie seulement. J'ai dit, écoutez, maintenant, j'aimerais aller à l'Uni. Alors, j'aimerais travailler à mi-temps. C'était fantastique. Ils m'ont dit, vous pouvez travailler à mi-temps. Okay. Et puis, alors j'ai pu travailler à mi-temps. Et puis, après, quand j'ai quitté pour les derniers mois, pour préparer mon examen d'entrée à HEC, j'ai plus du tout été à l'école. Mais là, ils m'ont dit, j'ai plus été travailler. Et Galenica, à ce moment-là, la caisse de pension, ils ne rendaient que la part de l'employé. Ils m'ont aussi donné la part de l'employeur, ce qui était déjà un petit coup de pouce, ça faisait quelques milliers de francs de plus. Puis ils m'ont dit, mais si, quand vous avez fini, si vous voulez revenir, vous êtes le bienvenu. Donc c'était déjà, comme père de famille, je partais à l'aventure là quand même, dans les études, c'était quand même c'était une bonne perspective. Puis après, vous aviez acquis leur confiance, alors déjà, ils savaient que... Et puis c'était vraiment formidable. Et puis, mais je suis parti sans aucune garantie. Puis après, à 1 année et demie de la fin, ou 2 ans avant la fin, j'ai repris contact. De toute manière, ils étaient toujours en contact avec moi, avec le directeur général. Et puis j'ai dit, écoutez, vous m'avez proposé de revenir, je reviens, mais ça coûte cher avec les enfants. Si vous me donniez un petit quelque chose pour m'aider. Et puis j'ai reçu 500 francs par mois pendant à peu près 1 année et demie. Ah oui, donc vous avez quand même eu un soutien. Alors j'ai eu, j'avais un budget, on va rigoler, mais 500 francs, c'était beaucoup d'argent à ce moment-là. On mangeait, le loyer, c'était à peu près 600 francs, on avait un petit jardin à Lausanne. Et puis on mangeait avec 350 francs par mois. Donc 500 francs, c'était une bonne aide. Et voilà comment ça s'est passé. Puis après, je suis retourné à Galenica. Génial. Puis après, ils m'ont chaque fois donné un nouveau job.
Chaque fois qu'il y a des problèmes, il me le refilait. et puis, j'ai eu la chance de pouvoir chaque fois leur faire plaisir et ils étaient contents. Puis à la fin, c'est eux qui m'ont dit maintenant, vous allez devenir le patron du groupe. Génial. C'est comme ça vous avez gravi les échelons petit à petit. C'était magnifique. Et pourquoi choisir de faire HEC et pas la pharmacie à ce moment-là, au moment où vous vouliez faire des études, puis que vous étiez dans ce milieu? Je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'avais un certain sens des affaires, ça m'intéressait le monde de l'économie. J'étais plus intéressé par le monde les défis stratégiques, l'économie, l'organisation. J'avais toujours des idées, comment est-ce qu'on pourrait mieux travailler. Dans l'entreprise, c'était l'entreprise qui m'intéressait. Moi, j'aime la vie de l'entreprise, les gens. Et en plus, le monde de la pharmacie, le monde de la santé, c'est un monde... C'est pas l'industrie de l'armement, c'est un monde magnifique, quoi. On travaille pour les patients. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis allé dans un domaine qui m'intéressait le plus. Et puis, peut-être aussi un bon conseil pour les pharmaciens. Il y avait beaucoup de droguistes chez Galenica. Et nous avions toujours un avantage sur les pharmaciens. D'abord, on n'était pas considérés comme des pharmaciens, ça c'est clair que non. Mais on était appréciés comme droguistes parce que, et c'est ça que les pharmaciens devraient comprendre, c'est que le droguiste, il n'a pas la chance d'avoir le patient qui vient avec une ordonnance. Et puis on contrôle le médicament, on s'assure que le patient comprend bien comment ça marche, les risques, on le rend plutôt attentif. Le pharmacien, il n'est pas le gars qui pousse, ou la pharmacienne qui pousse pour la vente, il est plutôt qui freine. Le droguiste, c'est exactement le contraire, et c'est pour ça qu'ils étaient appréciés dans le monde de l'entreprise. Enfin, le droguiste, si un client qui vient acheter quelque chose, un thé ou un produit contre le mal de tête ou je ne sais pas quoi, il lui demande conseil, et puis le droguiste, il doit vendre activement. Il doit convaincre, trouver des arguments. Ce n'est pas quelqu'un qui exécute une ordonnance. Et ça, c'est le marketing. Ça, c'est le monde des affaires. Et pour ça, ils étaient très... Et le fondateur, par exemple, de Sun Store, c'est un droguiste. Et c'est quand même un comble que ce soit un ancien droguiste qui a créé la plus grande chaîne de pharmacie de Suisse, qui est Amabita, tout ça, de Galenica, parce qu'on est orienté vers le client. Et moi, j'ai toujours dit que le pharmacien, il a le métier le plus fantastique au monde. Mais il faut qu'il change son attitude et qu'il s'oriente davantage vers le patient, vers le client. Et il y a toute une série de pharmaciens qui ont compris ça. Il y a beaucoup d'entreprises dans le monde qui ont été créées par des pharmaciens. OM Pharma, le fondateur de OM Pharma, il y a 90 ans, 90 ans, c'est un pharmacien. Chez Sandoz, Servier, toute une série d'entreprises. La plupart des entreprises ont été créées par des pharmaciens. Et c'est pour dire que le pharmacien a toute une série de possibilités. Et je pense qu'il a le plus beau métier du monde si en plus il arrive à être entrepreneur, à s'intéresser aux clients. Toutes les portes sont ouvertes. Il est un peu à mi-chemin finalement entre l'entrepreneur et ce côté quand même, je ne veux pas dire le médecin, mais il y a l'aspect soin aujourd'hui qui se développe dans les pharmacies. Il est dans un domaine qui devient de plus en plus important, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où les gens vivent plus longtemps, où la santé devient tellement importante, où on parle tout le temps de ça. Il est au cœur. Et il est à l'aiguillage, il est là, il peut conseiller d'aller chez le médecin, à l'hôpital, ou l'automédication. Il a toutes les portes qui sont ouvertes et il y a toute une série de pharmaciens qui ont fait des carrières absolument fantastiques. On va en reparler. Alors, vous nous avez bien raconté, c'est très intéressant, l'évolution de Galenica, du grossiste vers la chaîne ces de deux pharmacie directions. Et l'entreprise pharmaceutique. Voilà, donc vous avez pris un moment la décision d'aborder ces deux directions. Galenica est resté aussi un grossiste ou a abandonné petit à petit cette activité? Non, Galenica est aujourd'hui ce qu'on a créé, c'est-à-dire une chaîne de pharmacie, c'est la base, qui a ses propres produits. Si vous prenez Antibroom, Triofan, Algifor, tout ça, c'est nous qui avons créé tous ces produits. Ou Perskindol, certains on a acheté, mais la plupart on les a créés nous-mêmes. Ils étaient au départ... Via Vifor? Oui, c'était au début, ils s'appelaient tous Vifor, et puis quand on a séparé le groupe, on a baptisé ça Verfora.
Mais ça, c'est Vifor. Hein. Moi, j'ai vécu le lancement de Triofan, j'ai vécu directement le lancement de Agifor, les premiers francs de chiffre d'affaires d'Agifor, et c'est devenu le plus gros produit en Suisse. Et derrière, il y a des services. Il y a des services comme grossistes pour l'industrie, ça s'appelle Aloga, mais aussi pour les pharmaciens. Et nous, ce qu'on a fait aussi, c'est de travailler pas seulement pour les pharmaciens, mais aussi pour les médecins dispensants. En Suisse romande, on ne le connaît pas, mais en Suisse alémanique, c'est un énorme marché. Hein, c'est presque aussi gros que le marché de la pharmacie. Et puis les droguistes, c'est devenu plus petit, et les hôpitaux. Et puis en plus, ce qu'on a aussi intégré, c'était commencer d'offrir des services dans les... Je ne trouve pas le mot en français, les Heim, c'est-à-dire les maisons de retraite. Les maisons de retraite pour personnes âgées. Et là, il y a tout aussi un service de médicaments, de mise en forme, etc. Donc ça, c'est devenu ce qu'on appelle le New Galenica, qui est en fait une société qui a été créée dans le cadre de ce changement. Ce qui est drôle, c'est que la Galenica, qui a été créée en 1927 par des pharmaciens, a changé de nom et est devenue Vifor. La vraie société, la vraie société est devenue Vifor. Et puis, en 2017, quand on a fait la séparation, on a créé une nouvelle société dans laquelle on a mis les OTC, Triofan par exemple, le grossiste, la chaîne de pharmacie, et on a fait le Galenica qui est aujourd'hui à la bourse. Ouais. Donc, au sein de Galenica, il y a toujours le grossiste et la chaîne de pharmacie. Et, voilà. Et tous ces services, ce qu'on appelle Aloga, c'est le pré-wholesaling, c'est de vendre aux grossistes qui achètent à l'industrie, puis qui vendent aussi. Très bien. Et donc, vous nous l'avez expliqué, Vifor a été vendu à un groupe australien. Je ne voulais pas expliquer, mais c'est ce qui s'est passé. Comme moi, je ne voulais pas vendre la société, je suis parti. Puis après, les activistes ont commencé de prendre de l'influence sur la société, mis la pression sur le conseil d'administration, la direction, il y a eu toute une série de choses qui se sont passées vraiment au départ. Et après, ils ont vendu à un groupe australien, comme vous dites, qui s'appelle CSL Behring. Et aujourd'hui, Vifor est une division du groupe CSL Behring. Et vous avez racheté OM Pharma avant cette vente. Oui. Qu'est-ce qui vous motivait? C'était que cette société OM Pharma, c'était déjà une société qui vous tenait à cœur quand vous étiez chez Vifor et vous vouliez poursuivre cette activité. Enfin, racontez-nous un petit peu. Alors, ce qui vous a motivé. OM Pharma, c'est une entreprise qui est ici établie à Genève depuis 1937. Hein. Ça va faire 90 ans d'ici peu. Et cette entreprise était une entreprise familiale. Et je l'ai rachetée comme président et CEO de Galenica Vifor en 2008, j'y arrive. 2008-2009. Et c'est devenu partie du groupe Galenica Vifor, puis de Vifor. Et un jour, c'était en 2018 à peu près, et j'ai été contacté par un professeur Fernando Martinez, qui est le pape de l'asthme chez le petit enfant. Les nouveau-nés, ils font très souvent un sifflement quand ils attrapent froid, et ça s'appelle le wheezing, le sifflement des petits bébés. Et ça peut se transformer en asthme, ou ça se transforme souvent en asthme. Et ce spécialiste numéro 1 au monde, basé en Arizona, à l'université de Tucson, téléphone, me dit « je dois absolument vous voir ». Et je le rencontre, et il me dit « Monsieur Journeau, vous ne savez pas, mais dans votre société, il y a un produit extraordinaire qui s'appelle Bronchovaxin. Et ce produit, je suis absolument convaincu qu'il a un effet extrêmement positif contre le wheezing. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher de l'argent et j'ai recueilli 25 millions. 25 millions. Pour lancer une étude clinique multicentre à la Columbia University à New York, à Washington, à Harvard, etc. 7, les plus grandes universités américaines, et dans la sienne. Et on va utiliser votre médicament sur, je ne sais plus ce qu'il m'avait dit, 6 ans, plusieurs années. Et on va donner ça systématiquement à tous les enfants. Et on va voir si on réduit le nombre de cas d'asthme et de wheezing. Et je sais que ce n'est pas un produit stratégique chez vous. Vous vous concentrez sur le fer, le fer inject, les médicaments à base de fer.
j'aimerais simplement m'assurer que vous allez continuer de le produire. Parce que j'en ai besoin pour mon étude. Ah oui, c'est pour ça qu'il appelait, ouais. Et puis, alors, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'ai dit, alors vous pouvez être sûr. Et puis, tout de suite, j'ai pris des mesures au sein de Vifor pour recréer une organisation autour de OM et puis développer OM dans le cadre de Vifor. Et puis, une année et demie après, ou une année et demie, ouais, à peu près, ces activistes ont commencé de faire... Mais eux, ils ne comprenaient rien. De toute manière, eux, c'est que le fric qui les intéresse. Et je me suis dit, bah, alors je pars. Et quand je serai parti, je vais faire une offre sur OM. Et c'est ce que j'ai fait. Ben, je ne me suis pas mis tout en scène parce que ça aurait été... c'est moi qui je suis à l'origine de Vifor depuis le début. Hein, donc, de quitter Vifor et puis d'acheter OM, ça aurait fait des explosions à la bourse, ça aurait fait des spéculations, etc. Donc, j'ai informé le conseil d'administration et on a pris une banque qui s'appelle Rothschild, qui est un grand spécialiste dans ce domaine, reconnu pour sa neutralité absolue. Puis je me suis fait représenter par des avocats qui ont négocié. Comme ça, c'est resté très négatif, mais ça s'est fait en parfait respect de toutes les règles, mais ça aurait été quelque chose de très... Hein. Et puis, 8 mois après, on a communiqué qu'on avait acheté la boîte. Et donc, c'est ça l'idée, c'est que... Et cette entreprise, maintenant, on a recréé une OM avec la recherche, avec l'organisation, l'administration, les finances, la comptabilité, l'informatique, le médical, etc. On a beaucoup de pharmaciens, d'ailleurs. Et on est en train d'investir énormément dans les travaux cliniques pour documenter, en plus de ces études qui sont faites aux États-Unis, pour documenter les effets de ce produit. Ça fait 5 ans qu'on fait ça, et on a déjà investi entre 200 et 250 millions de francs pour développer l'entreprise. Alors ça, c'est un projet qui est complètement fascinant, qui se fait ici à Genève. Et vous l'avez dit, vous avez racheté OM Pharma avec des amis. Oui, des amis. Oui, c'est des gens... Vous savez, dans ma conception, j'y ai fait allusion au début, on peut développer une entreprise ou créer quelque chose si on a un projet à long terme. Si c'est du trading, on achète, on vend, c'est un autre métier, ça je ne suis pas capable. Mais de construire quelque chose, il faut le faire avec une bonne vision, une bonne stratégie, et puis en sachant que ça ne va pas être facile. Donc il faut du temps. Et il faut avoir les reins assez solides et du temps devant soi. Et c'est ça que je voulais faire avec OM Pharma, c'était prendre le temps de transformer cette entreprise et de la construire étape par étape. Et c'est ça qui est fascinant, c'est ça qui est intéressant. Et Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Pas tout à fait, mais je crois voir le lien, c'est que, parce que vous l'avez dit tout à l'heure aussi, que c'était important de bien s'entourer. Ah oui, excusez-moi. Oui, alors, et pour faire ça, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Je suis tellement passionné par cette aventure. Pour arriver à transformer une société, il faut du temps. Il faut des gens qui comprennent ça. Et il ne faut pas des activistes, il ne faut pas des banquiers qui sont à court terme, qui veulent faire des deals et des choses comme ça pour faire de l'argent. Non, il faut des gens qui savent que construire quelque chose, il y a des hauts et des bas, il faut du temps. Donc, je me suis entouré de gens avec qui j'ai travaillé tout le temps, que ce soit à la NZZ, chez Vifor, chez Galenica ou ailleurs. Des gens qui savent comment je travaille et que je sais comment ils travaillent et comment ils comprennent les difficultés qu'on peut avoir, puis qui ont les reins assez solides pour pas paniquer que tu as des difficultés. Et on a des difficultés parce que quand on est parti, quand on a commencé, c'était le jour où moi j'ai décidé de lancer le projet, c'était quand la pandémie commençait à fermer en 2020, toute la Suisse était fermée. Peu après, il y avait la Chine, qui est un des gros marchés de OM, qui était complètement fermé. Après, il y a eu la guerre en Ukraine, et la Russie, c'est un gros marché. Tout ça, c'était des portes qui se fermaient. C'est des moments difficiles. Mais pour ça, il faut avoir du souffle, et puis il faut tenir le coup, et c'est ce qu'on fait. Et l'entreprise se développe extrêmement bien, malgré ses difficultés, parce qu'on a les reins solides, parce que ce sont des gens qui m'entourent, qui ont la même vision que moi et qui soutiennent ce développement. Et c'est important d'avoir ça comme partenaire, mais aussi dans la direction. Il faut avoir des gens qui comprennent ça, puis qui aiment ça. Et pour ça, le choix des personnes est extrêmement important. Ça, c'est votre métier. C'est de bien choisir les bonnes personnes pour la bonne fonction, et puis aussi les gens qui ont la bonne culture, qui comprennent ça. Alors ça, on va en reparler de tout l'aspect
gestion des ressources humaines. Effectivement, peut-être vous pourriez nous présenter OM Pharma, entreprise spécialisée dans la biotechnologie. Quels sont ses produits phares Alors, OM Pharma, c'est une entreprise qui est basée ici à Genève, qui a, pour simplifier les choses, qui est spécialisée dans le domaine des Lysabacteria. Les bactéries telles qu'on les prépare sont des bactéries pathogènes qu'on travaille par des procédés biotechnologiques, stimulent le système immunitaire. Pour faire l'histoire extrêmement simple, stimule le système immunitaire, ça a un effet anti-inflammatoire, antibactérien, antiviral. Et nous l'utilisons en particulier dans 2 domaines des infections respiratoires. J'y ai fait allusion tout à l'heure, le domaine de l'asthme, etc., où on prévient, on anticipe, on renforce le système immunitaire pour qu'il se renforce, il résiste mieux aux agressions respiratoires. Et l'autre domaine, c'est le domaine des infections urinaires, un problème très très connu chez les femmes. Et là, c'est une prévention. Quand il y a une infection urinaire, c'est extraordinairement douloureux. Il faut tout de suite prendre un antibiotique pour éliminer le truc. Mais le problème, il revient 6 mois plus tard ou 1 année plus tard. Donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est commencer un traitement pour renforcer le système immunitaire pour plus que ça revienne. Donc, et si on prend ce produit-là, qui s'appelle Urovaxum, eh bien, on renforce le système immunitaire. Alors, on a, pour répondre à votre question, 2 produits qui sont spécialisés dans ce domaine. C'est l'Urovaxum pour l'infection urinaire et le Bronchovaxum pour tout ce qui est respiratoire. Puis, on a la chance d'avoir d'autres produits que l'on vend comme ces 2-là au niveau mondial. C'est Doxium, Dicynone. Et puis, toute une série de produits qu'on a aussi achetés à Vifor, comme le Synfona, etc., qui sont vendus uniquement en Suisse. Et on a une organisation qui est basée à Fribourg, aussi avec plusieurs pharmaciens, qui est spécialisée sur le marché suisse, qui vend Bronchovaxum, Urovaxum, etc., mais aussi toute une série de produits, dont Tritico, dont Synfona, etc., sur le marché suisse. Et la société occupe 450 personnes. On a une vingtaine de stagiaires qui travaillent chez nous, des apprentis. Et puis, on est dans une centaine de pays dans le monde. Et puis la société marche très bien, elle fait à peu près 200 millions de chiffre d'affaires. Et tous les bénéfices de la société, sans exception, sont réinvestis dans la recherche et dans ces domaines de lysabactériens dans lesquels on croit beaucoup. On a maintenant beaucoup de professeurs Martinez dans le monde. On en a 82 qui sont venus avec le professeur Martinez à Genolier fin juin pour parler de nos produits. C'est excellent. C'est exceptionnel, c'est absolument fantastique. Et puis ça, c'est notre aventure. Voilà. Donc, et ça, c'est la société. Ce qui est extraordinaire, on est basé à Genève. Vous avez vu, c'est un grand campus. C'est grand comme 4 terrains de football, tout près de l'aéroport. Et ce qui est formidable, on a tout. On a la recherche, le développement, l'administration, les finances, l'informatique, le médical, le marketing, l'enregistrement. Tout sur le site. Tout donc, vous croisez des ouvriers qui travaillent à la manutention, vous croisez des chercheurs, vous croisez des délégués médicaux, vous croisez absolument tout. Et c'est de venir à la cafétéria de l'entreprise, c'est sensationnel parce qu'on voit des gens complètement différents et c'est ça que je trouve qui est fascinant parce que d'habitude dans les grandes entreprises, vous avez l'administration qui est à un endroit, vous avez la production qui est dans un autre pays, etc. Ici, on a tout sur place. Ça me donne envie de parler de culture d'entreprise. Est-ce qu'il y a parce que quand vous dites tout est au même endroit, tout le monde se sent appartenir un peu à une famille, à ce côté comme ça Je pense que c'est extrêmement important de créer un climat de confiance et d'avoir des gens qui sont très identifiés à l'entreprise. On a fait, j'aurais dû penser à ça pour préparer cette interview, on fait des enquêtes systématiques auprès du personnel et on a un taux de participation à ces enquêtes qui sont absolument exceptionnels. On fait faire ça par une entreprise spécialisée qui vient faire ça se fait sur une base anonyme, chacun peut s'exprimer. Et l'identification alors d'abord la participation, ils n'ont jamais vu ça, et l'identification des gens avec l'entreprise, c'est aussi quelque chose qui est absolument unique. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose, et toute la direction aussi pense ça, que c'est un atout formidable
que d'avoir des employés qui se sentent OM. Du reste, on organise des fêtes de Noël pour les enfants, une partie en hiver, une partie en été, où tout le monde est invité. Et il y a toujours des participations énormes. Hein. À Noël, on doit faire un Noël le matin, un Noël l'après-midi, parce qu'il y a tellement d'enfants qui viennent avec les employés. Ouais. Et tout ça, ça crée un climat de confiance qui est vraiment très important, et c'est un atout. Je pense, et ça c'est un sujet dont on parle beaucoup maintenant dans les médias, de savoir qu'est-ce qui est important. Est-ce que c'est la performance ou est-ce que c'est que les gens se sentent à l'aise? Et puis on a eu, je pense, ces dernières années un petit peu, on s'est trompé de priorité. On a d'abord regardé seulement ce que les employés soient à l'aise, on a écouté simplement leurs désirs, puis on a oublié un petit peu la performance, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des problèmes. Et il y a un changement qui se fait aujourd'hui. Et chez nous, ce que nous pensons, c'est clair que la performance est quelque chose d'extrêmement important. Si on n'a pas de performance, la société ne peut pas se développer. Et on constate que la performance, elle est aussi liée à ce que les employés se sentent bien. Mm-hmm. Alors donc, si on arrive à être performant, le fait d'avoir des employés qui sont motivés, identifiés à la société, ça renforce l'efficacité de l'entreprise. Donc dans cette logique, c'est extraordinairement important d'avoir des gens très motivés. On ne peut pas simplement s'assurer qu'ils soient motivés, il faut aussi qu'ils performent. Mm-hmm. Mais la bonne combination des deux, c'est une recette du succès essentielle. Et chez Galenica Vifor, moi je peux vous dire, on avait à un certain moment donné, avant la séparation de Galenica Vifor, la direction générale, l'ancienneté de la direction générale, c'était 18 ou 20 ans. Je peux retrouver le chiffre sur ça. Ouais, les gens restaient fidèles. Et puis dans l'entreprise, et ici vous avez des gens qui ont 35, 40 ans. On a une propre organisation en Amérique latine et on va tous les 2 ans... tout le monde allait célébrer tous les employés là-bas, on a 80 employés. Et il y a toute une série de gens qui ont 25, 30, 35 ans d'ancienneté. Et puis ils sont tellement fiers de ça. Donc ça, c'est des choses qui sont, j'en suis convaincu, un facteur déterminant pour le succès. Ça ne suffit pas, on ne peut pas faire seulement pour les employés, il faut faire pour l'entreprise et les employés. Et si on arrive à trouver le bon mélange, eh bien, la bonne combinaison, ça marche très bien. Et donc, ça amène ma question suivante. Comment est-ce qu'on influence ça, finalement? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les employés... c'est la conviction de la direction. Moi, je ne suis pas on a la chance d'avoir un très bon CEO ici, avec une très bonne direction. Moi, je choisis les gens. Je m'occupe de la stratégie avec le CEO, avec la direction, mais c'est eux qui gèrent la société. Ce qui est extrêmement important, c'est de choisir les bonnes personnes. Et il faut avoir des gens qui partagent cette vision. Donc, mon job, un des jobs, une partie la plus importante de mon travail, c'est de m'assurer qu'on ait les bonnes personnes dans la société, qui partagent cette vie. Et ça, si je regarde en arrière dans mon parcours, c'est la chose la plus difficile. Galenica Vifor et surtout Vifor s'est développé extrêmement vite, hein, puis ça a pris tellement de valeur. Et on grandissait tellement, on devait tout le temps engager des gens. Et on était basé à Zurich. Et ça, c'était la chose la plus difficile, et probablement là où on a le moins bien réussi. C'est que quand vous développez tellement vite, vous devez engager beaucoup de monde. Et vous avez besoin dans l'industrie pharmaceutique d'avoir des gens spécialisés dans le domaine. Donc vous prenez des gens qui viennent de Glaxo, qui viennent de Novartis, qui viennent de Merck, qui viennent de Sanofi ou Roche. Et qui viennent tous avec leur culture, d'accord? Et si vous grandissez vite, vous n'arrivez pas à les absorber. Et c'est eux qui vous dictent leur culture. Et ça ne va pas. Et donc, je crois que le mot est assez juste, c'est un combat. Il faut avoir un noyau de gens assez forts qui sont capables d'intégrer les nouveaux. Les nouveaux, ils sont aussi très précieux parce qu'ils apportent des éléments culturels nouveaux. Alors ça régénère la culture, donc tout le monde est gagnant, mais il faut trouver le bon équilibre. Si c'est la culture des nouveaux qui prend le dessus, c'est une catastrophe. Parce que comme ils viennent tous d'horizons différents, il n'y a pas de culture. C'est un mix, une catastrophe. Mais il faut avoir suffisamment de gens à l'intérieur qui peuvent intégrer et qui veulent intégrer, hein, qui ne veulent pas rester sur eux-mêmes. Et ça, c'est le job le plus fascinant de mon métier, c'est de trouver le bon équilibre
Oui, le succès dépend évidemment de la stratégie, mais le facteur culturel est extrêmement important. Et est-ce que le processus de recrutement, il tient compte de ça? Comment ça fonctionne? Aussi, dans les ressources humaines, on a moi, je dis toujours, pour moi, les deux choses qui sont les plus importantes, c'est évidemment la stratégie. Mais pour réaliser ma stratégie ou notre stratégie, je m'intéresse aux ressources humaines et à la communication. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la production, je ne suis pas un spécialiste des enregistrements, etc. Je comprends bien le marketing parce que c'est mon bébé, mais ce que je suis de près, c'est la communication et les ressources humaines. Les ressources humaines, parce que c'est là qu'on va choisir les bonnes personnes qui comprennent ce qu'on veut faire et qui vont mettre en œuvre la culture qu'on veut avoir. Puis la communication, si vous voulez faire passer des messages, si vous voulez convaincre les gens, vous avez besoin de la communication. Donc la communication est aussi c'est central. Ouais. Excellent. C'est passionnant. Peut-être on peut aborder maintenant les défis et opportunités auxquels OM Pharma est actuellement confronté. Vous voulez nous dire quelques mots à ce sujet? Alors moi je pense, maintenant ça fait quand même 5 ans qu'on a racheté la société. Au départ, ce qui était difficile, c'était OM Pharma était devenu dans le groupe Galenica Vifor une unité de production. En fait, ici, il y avait 200 personnes qui faisaient de la production. On leur demandait rien d'autre, de faire de la production. Puis les produits, ils étaient sur le marché. Ils n'étaient pas promus de façon active, mais ils étaient sur le marché, les grossistes distribuaient, etc. Raison pour laquelle ce professeur Fernando Martinez, dont je vous ai parlé, voulait s'assurer qu'on continue de produire. Ouais. Donc le premier défi, ça a été de recréer une société complètement intégrée. Pour ça, on a engagé à peu près 200 personnes, dont beaucoup sont venus de Vifor pour nous rejoindre. Et ça a été un gros travail. Et puis d'avoir une direction d'une société indépendante. Parce qu'avant, dans le cadre de Galenica Vifor, ce n'était plus une société indépendante. Ici, il y avait un chef de production. Ouais, c'était une division. Voilà. Un petit bout de division. Tandis que là, ça devenait tout d'un coup 450 employés, 200 millions de chiffre d'affaires, très profitable, qui investit à tous les défis d'une entreprise relativement importante. Et gérer un truc comme ça c'était les premières étapes qui étaient très importantes. Puis après, faire face à la crise Chine, Russie, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, c'était aussi très difficile. Maintenant, on arrive dans une phase où la société est vraiment... Tout est bien organisé, tout est bien structuré. Et on a lancé beaucoup d'études cliniques, 4, qui sont des études mondiales aux États-Unis, en Chine, etc. Et on va avoir les résultats au cours de ces 12-18 prochains mois. Et là, ça va être décisif pour l'avenir. Selon les résultats de ces études, OM continuera de se développer tranquillement comme ça, ou bien ça prendra un coup d'accélérateur plus ou moins rapide. Donc, ça, c'est les défis. Et maintenant, on est en train de mettre en place toute une série de stratégies. Par exemple, cette étude aux États-Unis du professeur Fernando Martinez, elle va être publiée en février. Quels vont être les résultats? Ça ne peut pas être négatif, ça peut être que neutre ou positif. Oui. Mais si c'est positif, comment est-ce qu'on va faire face? Comment est-ce qu'on va discuter? Comment est-ce qu'on va expliquer ce qu'on fait, etc. Et ça, voilà le genre de défi fascinant. Ouais. C'est ça qui nous attend maintenant. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Par exemple, maintenant, on a déjà renouvelé tous les enregistrements, par exemple, en Chine. Ça, c'était une excellente nouvelle il y a quelques semaines. Et maintenant, on est en train de revoir notre organisation en Chine. J'étais en Chine il y a encore 2 semaines. Il faut s'assurer qu'on a, dans tous les pays où nous sommes présents, les présents une centaine de pays, la bonne organisation capable de répondre aux besoins du marché et puis de réaliser notre stratégie. Est-ce que ce qu'on appelle les big pharma constitue, j'imagine, une concurrence de toute façon, mais une menace où vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes quand même dans une niche un peu. Hein. Alors, nous, d'abord, on est une entreprise pharmaceutique, pour nous, qui est de type plutôt familial. On n'est pas une entreprise qui est à la bourse, avec les contraintes de la bourse, de la publication, des résultats, etc. Et on ne veut pas être comme une big pharma. Et ça, c'est aussi un des messages qui est très important quand on engage des gens qui viennent de big pharma, c'est qu'on leur dit, ici, on est autre chose.
on a une entreprise à caractère familial, on travaille à long terme, les valeurs sont importantes, etc. Donc on ne se compare pas à ce... Et on ne veut surtout pas. Et moi, je dis très régulièrement, ça c'est des méthodes de Big Pharma, je n'en veux pas ici. Hein, je veux des gens qui ont un caractère entrepreneurial et qui veulent développer l'entreprise. Pas des gens qui, chaque fois qu'il y a un problème, ils appellent un consultant et des choses comme ça. Ça, c'est la méthode de Big Pharma. Et tout le monde fait la même chose. Hein. Vous allez chez Merck, vous allez chez Roche, Novartis, ils ont tous les mêmes méthodes. C'est des mercenaires, etc. Je veux des gens qui soient identifiés. Je dis je, mais nous voulons, nos équipes, nous voulons des gens qui sont identifiés à l'entreprise. Donc, on vit dans le même monde, avec les mêmes contraintes que Big Pharma, mais on est quelque chose de très spécial et on n'intéresse pas Big Pharma parce qu'on est sur une niche très spéciale où eux ne sont pas. Et nous, on est dans la prévention et un autre domaine, et on ne veut pas être comme Big Pharma. Ça, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Et c'est déjà ce que j'ai vécu avec Vifor. Quand on a décidé de développer Vifor, on n'avait absolument pas de produits à nous, on avait des génériques. Et ce qu'on a fait, on a commencé de développer nos propres médicaments dans le domaine de la carence en fer, du manque de fer. Mais ça n'intéressait absolument aucune entreprise pharmaceutique. On me disait, mais je connaissais tout le monde à Bâle, toi avec tes compléments nutritionnels, etc. Qu'est-ce que tu fais avec ton fer? Il faut manger des épinards. Ils n'y comprenaient rien. Et on a fait un produit qui est devenu ce qu'on appelle un blockbuster, 1 milliard de chiffre d'affaires, et qui est un médicament de prescription. Et on ne voulait pas être comme Big Pharma. Donc ici, c'est la même chose. On veut être, nous, une entreprise entrepreneuriale dans le monde pharmaceutique. Très bien, merci. Donc, on parle toujours quand même de cette culture d'entreprise. Ben, c'est votre domaine, non? Ouais. Et de l'identité très forte de OM Pharma. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes pharmaciennes ou pharmaciens qui nous écoutent et qui hésitent aujourd'hui entre la pharmacie d'officine, les entreprises pharmaceutiques, la recherche peut-être, etc. Enfin, vous avez un peu touché aux deux. On voit que aussi bien certains propriétaires de pharmacies qu'on a interviewés dans le cadre de ce podcast également, que vous pouvez avoir des parcours entrepreneuriaux passionnants. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez à ces jeunes qui hésitent? Moi, je pense d'abord que le métier de pharmacien, c'est vraiment un métier d'avenir. Il y a tout qui est possible. Si on veut être un entrepreneur, on peut être un entrepreneur avec ça. Et si on veut être un employé d'une grande chaîne de pharmacie, on peut être un employé d'une grande chaîne de pharmacie. On peut aussi avoir sa propre officine ou travailler dans une officine privée, et pas d'un particulier, et pas d'une chaîne pharmaceutique. Il y a toutes les possibilités. Et pour ça, c'est un métier que je trouve absolument fantastique. C'est pas très facile, par exemple, maintenant dans la pharmacie d'officine, les prix des médicaments, la concurrence, il faut s'accrocher. Mais quel est le métier qui est facile? Regardez les médecins, regardez un peu toutes les professions, tout le monde est sous pression, c'est quelque chose qui fait partie du monde dans lequel on vit maintenant. Mais il faut savoir si vous voulez aller dans l'officine ou si vous voulez dans l'industrie ou si vous voulez être votre propre entrepreneur. Moi, je pense que partout, il y a des possibilités qui sont absolument fantastiques. Quand on a créé la chaîne de pharmacie, ce qui était fantastique, c'est qu'on pouvait offrir aux pharmaciens, moi je me rappelle très bien au début, aux jeunes pharmaciens, on leur disait, mais si vous voulez aller faire un stage à Chiasso, vous allez 6 mois travailler à Chiasso. Si vous voulez aller 6 mois travailler à Bâle, vous allez travailler 6 mois à Bâle, une année à Genève, une année à Zurich. Et ils pouvaient aller partout dans la même pharmacie, dans la même chaîne de pharmacie. On a des formations continues, vous avez des opportunités de ce genre-là. Et si vous allez dans une chaîne de pharmacie, ça c'est ce qu'on peut vous offrir. Et je recommande la chaîne de Galenica, bien sûr. Mais d'une manière générale, c'est ça qui est formidable. Ou bien il y a d'autres avantages si vous voulez être indépendant, avoir votre propre pharmacie ou travailler dans une pharmacie privée indépendante. Donc il y a toutes les possibilités. Il faut simplement bien décider si on se choisit ce qu'on cherche. Si c'est plutôt la sécurité, plutôt l'entrepreneuriat, plutôt l'industrie. Mais en tout cas, il y a énormément de possibilités. Et en matière d'entrepreneuriat, est-ce que vous êtes inspiré
peut-être de certains entrepreneurs qui sont connus, qui ont écrit des livres. Vous avez lu certains livres qui vous ont donné des idées, qui vous ont inspiré. Moi j'aime l'entreprise. Hein. Si je vois un boulanger, c'est un bon exemple. Je vis à Berne, et il y a 2-3 boulangers qui font des pains absolument fantastiques. Où moi je suis prêt à faire des kilomètres pour aller acheter mon pain chez eux parce qu'il est meilleur qu'ailleurs. Ça m'intéresse de voir comment cet entrepreneur, je prends volontiers l'exemple d'un boulanger, comment un boulanger arrive à se distinguer des concurrents, un boulanger indépendant, alors qu'il y a des chaînes de boulangeries à Berne avec tous le même pain. Lui, il fait un pain spécial et moi je suis prêt à payer mon pain 2 fois plus cher ou 50% plus cher, à me déplacer pour aller le chercher parce qu'il est tellement bon. Ça, c'est un exemple, j'aime ça. Ouais. J'aime ça. Donc, j'aime toutes les histoires d'entrepreneurs. Mon grand-père était un entrepreneur. J'ai toujours rêvé j'ai toujours idéalisé mon grand-père, qui était dans la mécanique fine. Steve Jobs, Ayako Ka, qui était le grand patron de Chrysler. Je lis volontiers. Ça, c'est des histoires qui me passionnent. Mais je n'ai pas un modèle particulier. Moi, j'essaie de faire mon travail le mieux possible. Mais j'aime véritablement l'entreprise. Ce matin, par exemple, je suis venu là, je marchais, j'ai dormi en ville à Genève, là, je marchais à 7h moins quart. Je me disais, mais c'est quand même génial, je vais au travail et je me réjouis d'aller au travail alors qu'il y a des gens qui se réjouissent d'être à la retraite. J'ai dit, mais j'ai la chance de me réjouir d'aller au travail, c'est fantastique. Ce ne sera pas pour tout de suite la retraite pour vous, alors. Je ne ferai jamais la retraite. Hein. Je trouverai toujours quelque chose à faire. Excellent. En tout cas, on vous voit... dynamique, plein d'idées, Bravo, c'est impressionnant. Peut-être pour finir cette interview, parce qu'on arrive déjà gentiment au bout, j'aurai encore beaucoup de questions que j'aimerais vous poser, mais toute bonne chose a une fin. Peut-être on peut revenir, je voulais finir un peu sur une note un peu plus personnelle, donc je me disais peut-être revenir un peu sur votre enfance. Vous avez évoqué la dyslexie et tout ça. Dans une interview que vous avez donnée récemment, vous parliez de votre plaisir de construire des cabanes, de fabriquer même des patinoires, je crois. Est-ce que... Bon, déjà, ça donne l'impression que vous avez grandi à la campagne, ou bien vous étiez en ville. Je sais que c'est le canton de Neuchâtel, mais qu'est-ce que vous gardez finalement de cette époque, encore aujourd'hui, dans votre vie quotidienne, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous accompagne dans la gestion de votre entreprise, de votre vie aujourd'hui encore? Je pense que c'est intéressant de regarder, à partir quand on a un certain âge, de regarder ce qu'on a fait et puis de comprendre pourquoi. Donc, l'histoire des patinoires et des cabanes, c'est assez simple. Moi, j'imagine le petit garçon que j'étais qui n'arrivait pas à lire. Et le médecin ne comprenait pas, le psychiatre non plus, l'institutrice non plus. Donc, j'étais complètement perturbé. Mes frères, ils allaient bien à l'école. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, moi, j'étais pas bête, mais on croyait que j'étais bête, qu'il fallait bien que je fasse quelque chose. Alors, je construisais des cabanes dans le jardin. On vivait dans la banlieue à Corcelles, Neuchâtel, tout près de Neuchâtel. On avait un jardin. Je construisais des cabanes, ça j'arrivais à bien faire. Je montais des cabanes dans les arbres, puis mes frères, ils venaient, ma soeur, ils venaient dans ma cabane. Et puis là, ils me trouvaient bien. Comme j'étais l'aîné, au moins là, j'étais bien. Je n'étais pas celui à qui on faisait des reproches. Et puis, j'aime le sport et le hockey sur glace. Et puis, il faisait assez froid. Donc, je construisais, dès l'âge de 9 ans, j'ai commencé à faire une patinoire dans le jardin. Et après, on a déménagé à Neuchâtel. Et mon père, c'était vraiment fantastique pour ça. Et il a 103 ans. Et je parlais avec lui il y a une dizaine de jours. Il me dit, quand j'ai fait ça, c'était quand même fantastique. Dans le jardin, il avait construit un terrain, une vingtaine de mètres de long, sur 5 à 7 mètres, plat. Et là-dessus, c'est ma patinoire. J'avais installé des projecteurs, des tribunes. Et j'ai encore des photos. Entrepreneur dès l'âge de 9 ans. Et c'est ça que je veux dire. Et là, quand je faisais la tribune, j'avais 15-16 ans. Et jusqu'à 19 ans, j'ai fait cette patinoire. Et c'était fantastique. Il y a tous les enfants du quartier qui venaient jouer là-dessus. Donc, je compensais mon problème
scolaire par autre chose, en faisant quelque chose. Puis en fait, maintenant, je me dis, bah ouais, t'es entrepreneur dans l'âme, quoi. Ouais. Et t'es à l'aise là-dedans. Voilà, c'est ça. Génial. Merci pour cette touche finale. Merci beaucoup, Monsieur Jornaud, de nous avoir consacré de votre temps, d'avoir accepté de nous accueillir ici. Et merci pour cet agréable échange. Je vous souhaite beaucoup de succès, bien sûr, pour la suite de votre parcours, qui promet d'être encore passionnant. Merci beaucoup, très gentil. À vous qui nous écoutez en podcast ou qui nous regardez sur YouTube, merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Si vous êtes en recherche d'emploi dans le secteur de la pharmacie, pensez à publier votre CV sur le site pharmapro.ch. C'est rapide et gratuit. Cela vous rend plus visible et facilite vos démarches auprès des employeurs. Vous avez également la possibilité de mettre votre CV en avant pour une période de temps limitée sur notre site. Cela montre aux employeurs que vous êtes activement en recherche d'emploi et augmente vos chances de décrocher un entretien d'embauche. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast de PharmaPro, parce que la pharmacie, c'est la vie.